Salut mes killers, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve dans un nouveau numéro de Crime de Sport et dans ce nouveau numéro de Crime de Sport, on va parler de l'affaire O.J. Simpson. À ma manière, comme j'ai l'habitude de te dire, c'est un peu romancé, c'est imagé, c'est pour se mettre à la première personne. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker et activer la cloche de notification. Je te laisse avec le numéro 3 de Crime de Sport, l'affaire O.J. Simpson, et on se retrouve juste après la vidéo. A tout à l'heure. Je m'appelle Oreltan James Simpson, plus connu sous le nom de O.J. Simpson. Je suis né le 9 juillet 1947 à San Francisco. Et le 12 juin 1994, je vais choquer l'Amérique. Voici mon histoire. J'ai grandi dans la banlieue pauvre de San Francisco. Je suis le dernier d'une famille modeste de 9 enfants. En grandissant, je me suis passionné pour le football américain. Je suis doué, je cours vite, j'enchaîne les victoires avec mon équipe du lycée. Pendant l'un de mes matchs, je me fais remarquer par un professionnel. Grâce à ça, je vais réussir à intégrer l'équipe de Buffalo Bill. En 1969, à l'âge de mes 22 ans, je deviens l'étoile montante populaire des États-Unis. Après une grave blessure pendant un match, je décide d'aller voir le monde du cinéma. Je commence par la publicité, puis je deviens chroniqueur chez NBC News. Je veux devenir un symbole universel. À la fin des années 70, ça y est, ma carrière télé décolle. Côté vie privée, je vis depuis 11 ans avec Marguerite, mon amour d'enfance. J'ai 3 enfants. Tout est parfait. Jusqu'au 18 août 1979 où ma fille cadette, Aren, trouve la mort. Elle s'est noyée dans notre piscine. Je ne m'en suis jamais remis. Les médias, la télé, tout le monde en parlait. La plaie a pris du temps à se refermer. Mon couple n'a pas survécu. Le divorce sera prononcé quelques mois plus tard. 3 ans après, je rencontre Nicole Brown, une jolie serveuse de la boîte de nuit privée de Beverly Hills. Et là, le coup de foudre. On s'est mariés le 2 février 1985. Elle me donnera 2 magnifiques enfants. Le 1er janvier 1989, il est 4 heures du matin. Quand Nicole compose le 911, elle demande de l'aide. Je la terrorise. Ici le 911, les urgences. Est-ce que vous pouvez m'envoyer tout de suite une voiture au 325 Glenalley Avenue, s'il vous plaît? Quel est votre problème, madame? C'est O.J. Simpson. Je crois que vous le connaissez. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Il m'a frappé. Il est reparti. Ok, juste une seconde. Quelle est sa voiture? C'est un 4x4 blanc. Il a cassé la porte arrière de la maison pour rentrer. Ok, quel est votre nom? Nicole Simpson. Dès le lendemain, je suis inculpé pour coups et blessures. Je suis condamné à verser une amende de 383 $. Nicole demande le divorce le 25 février 1992. En octobre 1992, le divorce est acté. Mais non, je ne veux pas. Mais non, je ne veux pas me séparer d'elle. Je l'aime. À ma manière, certes. Je suis quelqu'un de colérique, d'orgueilleux, oui, mais je veux rester avec elle. Donc je la suis quand elle sort de la maison. Elle ne travaille pas, elle s'occupe de nos 2 enfants. Je sais qu'elle habite dans le paisible quartier de Brentwood. De temps en temps, je passe devant chez elle. Je vois de la lumière donnant dans le salon et je m'imagine avec elle assis sur le canapé à discuter. Dans la nuit du 12 juin 1994, je quitte Los Angeles pour Chicago. J'ai un tournoi de golf organisé par la société Hertz. J'arrive à l'hôtel War Plaza vers 4h15. J'ai appris par la suite que pendant ce temps-là, 4 policiers se sont rendus à mon domicile pour m'alerter du meurtre de Nicole et d'un certain Ronald Goldman. Ils ont trouvé mon véhicule, une Ford Bronco blanche garée dans mon allée. Un policier a regardé à l'intérieur depuis la vitre du passager et y aurait vu du sang sur la portière conducteur et sur le tableau de bord. Un autre policier, lui, aurait retrouvé un gant en cuir non ensanglanté, le même que celui retrouvé sur les lieux du drame. Vers 6 heures du matin, j'arrive à avoir la police au téléphone. Ils m'annoncent la tragédie. Nicole est morte. Elle a eu le coup tranché net jusqu'aux vertèbres cervicales. Et il m'annonce aussi la mort de cet homme, Ronald Goldman. Il a reçu 30 coups de couteau. Une demi-heure après le coup de fil, je quitte l'hôtel à toute allure et je me dirige vers l'aéroport direction Los Angeles. Il est 7h40. Lorsque j'arrive à mon domicile vers 11h, la police est déjà là. Ils vont répondre au mandat d'arrêt délivré par un juge 20 minutes plus tôt. Le policier Donald Thompson m'emmène à l'abri de regard, dans mon jardin et me passe les menottes. Je deviens le suspect numéro 1. Malgré leurs importantes preuves en leur possession, les policiers décident de me laisser rentrer à mon domicile au désarroi du bureau du procureur. Le lendemain, des policiers viennent saisir plusieurs vêtements et objets m'appartenant.
L'enterrement de Nicole a eu lieu le 16 juin à l'église catholique de Saint-Martin-of-Tours à Brentwood. Ouf. Et je vais obtenir la permission d'assister aux funérailles, entouré des gardes de sécurité privés. Je pleure en entendant les poèmes dédiés à Nicole. Il y a près de 200 journalistes et caméramans ce jour-là. Je décide donc de faire croire aux journalistes que je vais rentrer chez moi à Rockingham. J'échange mes vêtements avec ceux de Hall Calling. Je lui dis de couvrir sa tête et de courir en direction de mon domicile. Ça marche. Tout le monde pense que c'est moi. De mon côté, j'en profite pour aller jusqu'au domicile de ma nouvelle compagne, Paola Barbieri. Au matin du 17 juin, mes avocats m'ont convaincu d'aller me rendre à la police de Los Angeles. Il est 11h du matin quand près d'1 millier de journalistes m'attendent devant les locaux de la police. Pour préparer ma défense, mes avocats décident de me faire examiner par des spécialistes médicaux, mais leurs examens traînent. Mes avocats essayent de négocier un délai avec la police. Une conférence de presse étant prévue à midi, mais la police a dû l'annuler, et là, mon avocat reçoit l'ordre de donner l'adresse où je me trouve. Un véhicule est envoyé directement. Je fuis. J'appelle alors mon ami d'enfance Hall Calling et je lui demande de venir me récupérer. Il obéit. Il arrive dans la Ford Bronco blanche de 93. Je deviens un fugitif. Je demande à Hal de m'emmener au cimetière, mais lorsque l'on arrive devant celui-ci est entouré par de nombreux policiers. Vite, demi-tour. À 18h45, on nous repère sur l'autoroute 405 en direction du nord. C'est de la folie. Des hélicoptères nous prennent en chasse, des voitures de police partout. Je vois des gens qui tiennent des pancartes. Je n'arrive même pas à lire ce qu'il y a écrit dessus. Et j'entends. Et on crie mon nom. L'adrénaline, le désespoir me submerge. Comment je vais faire ? Je suis assis à l'arrière d'un véhicule quand je sors mon Magnum 357. Je le porte à mon visage. Et là, mon téléphone sonne. C'est la police. Je décroche. J'ai déjà dit au revoir à mes enfants. Écoute, Oji, tu n'as pas à dire au revoir à tes enfants. Je l'ai déjà fait. Tu vas les revoir encore. Tu nous fais peur, tu leur fais peur. Tout le monde t'aime. Ne fous pas tout en l'air. Ne fous pas tout en l'air. Je peux pas. Mais si tu peux. Je peux pas supporter. Mais si tu peux, tu as toute ta famille. Non, je peux pas. Ne fous pas tout en l'air, Oji. Il est 20h quand la Bronco s'immobilise dans mon allée. À 20h50, je sors de la voiture, je rentre chez moi. Je suis fatigué, je m'écroule dans les bras d'un policier et je leur dis que je suis désolé. Ils me laissent le temps d'appeler ma mère, d'aller dans la salle de bain et de boire un verre de jus. Ça y est, c'est l'heure. Direction le poste de police, je suis escorté par 18 voitures de police. Le 20 juin, le procès commence. Je plaide non coupable. Ça va être 9 mois de procès et plus de 150 personnes appelées à la barre. Un vrai show à l'américaine. Des milliers de gens vont suivre mon procès et veulent savoir si je vais être condamné à la chaise électrique. Dans le jury, 9 noirs, un hispanique, un blanc. Bingo. Mes avocats ont l'idée de ressortir l'affaire Rodney King. Rien n'est anodin. Premier jour de l'audience. Les preuves de ma culpabilité s'accumulent. Ils auraient découvert sur les lieux du drame des empreintes de chaussures taille 45, ma pointure, et un gant rempli de sang. Le même gant, identique avec le gant retrouvé dans mon jardin. Je nie. Non, ce n'est pas à moi. Ils sont beaucoup trop petits. Mes avocats tentent le tout pour le tout et demandent à ce que j'essaie ces gants. Ils sont trop petits. Mon avocat dit alors: il n'y a aucune manipulation, le gant ne lui va pas, et si ça ne lui va pas, vous devez alors l'acquitter. Afin de mettre le jury dans leur poche, mes avocats vont affirmer que je suis victime d'un véritable complot raciste. Les blancs contre les noirs. Le témoin clé de cette affaire est le policier Furman, celui qui a découvert le gant et les traces de sang au domicile de Nicole. Il vient témoigner. Je le vois, il est nerveux. Il sue beaucoup trop car il sait. Il sait que mes avocats ont découvert des enregistrements où il déverse sa haine sur les Noirs. Les nègres, comme il nous appelle. Pendant l'audience, les échanges téléphoniques de Furman vont être écoutés. Mes avocats ont réussi à semer le doute dans la tête du jury. Et si Furman aurait falsifié les preuves afin de me faire accuser? L'annonce du verdict va se faire en direct devant toutes les télévisions. Tout le monde regarde et attend mon verdict. C'est l'événement le plus regardé aux États-Unis. Je vais être déclaré non coupable. Innocenté, je ressors blanchi. Mais ma carrière est terminée. Hollywood me tourne le dos. C'en est fini de la gloire. Je vais être rejugé par le tribunal civil pour la même affaire. En septembre 96. Devant un jury essentiellement blanc, à l'écart des caméras, au bout de 6 mois de procès, le verdict tombe. Incroyable. Pour la cour civile, je suis reconnu coupable. Coupable du double meurtre, mais je n'irai pas en prison. En revanche, je dois verser la somme de 8,5 millions de dollars de dommages et intérêts.
À la suite de ça, ma vie n'a été que chaos entre 2000 et 2007. J'ai été régulièrement inculpé pour bagarre, détention de cocaïne, ecstasy, violence conjugale. C'est une véritable descente aux enfers. J'ai voulu sortir un livre pour raconter ma version de toutes ces histoires, mais même les éditeurs n'ont pas voulu me suivre. En 2008, je suis de nouveau arrêté par la police. Je plaide non coupable. J'ai été aperçu sur les caméras de surveillance d'un hôtel à Las Vegas avec 2 amis à moi. Je suis soupçonné d'avoir agressé une personne avec une arme pour avoir voulu récupérer des objets m'appartenant. Ce coup-ci, je vais avoir la peine record. 33 ans de prison, pour vol à main armée et enlèvement sous menace d'une arme. Je me demande si après 15 ans, ils ont voulu que je paie finalement pour les meurtres de Nicole et de Ronald. C'est probable. J'aurai 99 ans quand je sortirai de prison. Je suis O.J. Simpson et c'était mon histoire. Voilà mes killers. J'espère que cette histoire vous aura plu. C'était une histoire pas très évidente à traiter, de se mettre à la place de cette personne parce que je vais te l'avouer sincèrement, est-ce qu'il a tué sa compagne et la personne qui accompagnait sa compagne, est-ce que ce n'est pas lui? Sincèrement, je sais pas. Donc c'était une histoire pas évidente à traîner qui a énormément choqué son monde au moment de l'affaire. Donc voilà, si le contenu te plaît, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter et à activer la cloche de notification. Le like, important pour le référencement et le soutien. Et puis je te dis à très bientôt pour un prochain numéro de Crime de Sport. Salut mes killers!